En fait, souvent, au moment du jugement, l'enfant était petit. Il avait 2, 3 ans, donc on a dit qu'il était meilleur pour lui d'aller chez sa mère, mais après, les pères en souffrent et quand l'enfant grandit, c'est pas toujours évident pour lui. La loi peut apparaître comme injuste pour ses parents. Je trouve que cette citation, elle est intéressante. On a cette impression de payer pour que l'autre s'occupe de votre enfant alors qu'on a envie de l'avoir. On se dit qu'il y a quelque part dans les lois et les textes quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Je trouve ça pas juste. On fait un enfant à deux, il est autant attaché à l'un qu'à l'autre. Je n'ai toujours pas perçu pourquoi mon fils, à 5 ou 6 ans, avait plus besoin de sa maman que de moi. Et pourquoi une autre personne, en l'occurrence le beau-père, qui au départ n'avait rien à voir avec lui, passe plus de temps avec lui que moi. Voilà. Ils disent c'est pas la faute de sa maman, mais moi je trouve ça dur. Il faut dire qu'on a fait cette étude au moment où il y avait une nouvelle loi sur la famille en France qui paraissait, et donc ça a été important pour nous de mettre en évidence peut-être ce déséquilibre dans la modalité d'hébergement des enfants qui fait que certains, surtout les pères, sont en souffrance. Alors, par contre, faire évoluer les modalités de garde semble souvent difficile parce qu'on leur demandait mais pourquoi vous n'avez pas demandé aux juges aux affaires familiales de changer les choses. Souvent, ils disent que les juges sont parfois plus favorables aux mères, mais parfois, ils arrivent à trouver des modalités d'hébergement plus souples. Par exemple, ils arrivent à pouvoir prendre l'enfant une fois dans la semaine ou un peu plus de week-end. Et parfois, il y a des problèmes d'argent qui, évidemment, fragilisent la relation entre les deux parents. Donc, dans cette deuxième catégorie, l'accord entre les deux parents est plus précaire. C'est l'hébergement de l'enfant, les frais financiers et les modes d'éducation qui peuvent amener à rentrer à nouveau en conflit. Mais généralement, ils font des efforts pour les enfants. Alors là, la coparentalité conflictuelle, bon, on va voir, c'est des gens qui sont clairement en conflit. Alors, ce qui est important, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est une situation au moment de l'entretien et que parfois, ça évolue. En fait, on sent bien que ça n'a pas été toujours comme ça et peut-être ça va évoluer vers quelque chose de plus apaisé. Mais au moment de l'entretien, pour ces gens-là, par exemple, c'était des conflits. Donc des conflits qui empêchent ce qu'on appelle la coparentalité, comment arriver à être parents ensemble quand on est en conflit. Donc des relations conflictuelles avec l'ex-conjoint qui fait que c'est difficile. Et, souvent, on voit dans l'histoire de ces couples de nombreux moments de conflit, parfois allant jusqu'au harcèlement, jusqu'à la violence. La séparation, souvent, a été vécue comme une trahison, et c'est un conflit qui n'a pas tellement évolué. La communication entre les parents se passe difficilement, même au sujet de l'enfant. Les relations sont empreintes de méfiance de part et d'autre et de rancœur. Et parfois, on voit que les enfants sont un peu les otages de tout ça. Et parfois, j'entendais des parents qui disent bah, l'autre, en fait, il est instable, il a des problèmes de santé mentale, et voilà. C'est pour ça que j'ai des difficultés à m'entendre avec lui. Alors, les modalités d'hébergement, c'est vraiment la pierre d'achoppement des conflits. Certains ont souhaité la garde de l'enfant et l'ont pas obtenu. Ça renforce un peu une volonté, un désir de vengeance. La résidence alternée, parfois elle a été voulue, mais elle est parue comme impossible parce que les personnes n'arrivent pas à s'entendre. Donc c'est pas possible de se voir tous les week-ends, en fin de week-end, pour que l'enfant aille chez l'un chez l'autre quand on s'entend pas. Parfois ils disent que l'autre parent délaisse l'enfant et ça renforce aussi le ressentiment. Parfois, c'est par exemple la maman qui a la garde de l'enfant et qui dit que le papa s'en occupe pas et c'est pour ça qu'ils sont en conflit. Et surtout quand ils voient l'enfant souffrir de cette absence, de ce délaissement. Par exemple, il ne s'en occupe pas, j'ai beau l'appeler pour qu'il l'apprenne le week-end, c'est toujours moi qui l'appelle. Il l'appellera jamais, j'insiste pour qu'il voit sa fille. Dès le début, j'ai repris contact pour la petite, elle l'adore et quand ils sont ensemble, ils sont contents tous les deux, il y a une complicité. Voilà. Les enfants se retrouvent mêlés au conflit, ils critiquent l'un et l'autre devant les enfants. Et parfois, les enfants veulent plus aller chez l'un ou chez l'autre ou sont insupportables chez l'un ou chez l'autre à cause de ces conflits. La seule solution, finalement, pour ces parents, c'est d'appliquer le jugement du juge aux affaires familiales à la lettre. C'est la seule chose qui peut qui rend vivable la relation.
Tout écart peut être interprété comme une provocation et les contacts sont réduits au minimum. C'est pour ça que c'est quand même pas évident d'élever ensemble un enfant quand on a très peu de contacts. Alors, toute idée de coparentalité, éduquer ensemble paraît exclue. Comment on peut coéduquer quand on ne se parle plus? On perçoit négativement le mode d'éducation de l'autre parent. On ne peut pas en parler avec lui. Le rapport à l'autorité de l'autre parent est souvent critiqué et pas accepté. Et les problèmes d'argent, évidemment, sont particulièrement sensibles et difficiles à vivre. Alors, souvent, ils ont fait plusieurs fois appel au juge et ça arrange pas forcément les choses. Et parfois, ils trouvent que la loi sur le divorce n'est pas très logique ou pas aidante ou voilà. Par exemple, ils disaient, en fait, on doit absolument ramener l'enfant aux dates, à des dates précises, mais si l'autre parent vient pas le chercher, il lui arrive rien, alors que c'est pas normal. Et voilà, à l'UNAF, on milite beaucoup pour l'appel à un médiateur familial, et c'est apparu dans cette étude que c'est quand même pas quelque chose qui est très répandu en France. Alors, donc, ça semble difficile pour ces personnes de coéduquer les enfants, et on va voir qu'avec l'école, c'est pas évident. Chacun éduque de son côté. Les différents modes éducatifs, c'est pas perçu comme une richesse comme pour d'autres, mais c'est mal vécu. Et on sent qu'il faudrait un moment qu'ils arrivent à se parler s'ils voulaient élever ensemble l'enfant, mais c'est bien sûr difficile. Est-ce que c'est toujours possible? Voilà, c'est pas à nous de juger par rapport à ça. Alors, et ça c'est un autre point, parce que puisqu'on essayait de réfléchir aux relations avec l'école et à l'éducation des enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui agissaient que uniquement l'entente entre les deux parents. Donc cette typologie, elle montre l'entente entre les deux parents, et donc effectivement on arrive mieux à co-élever ses enfants quand on s'entend bien. Mais l'investissement des parents dans l'éducation des enfants dépend aussi d'autres facteurs, c'est clair. Voilà, ça dépend de la personnalité, de la santé de chacun. Il y a eu des parents que j'ai rencontrés qui a eu des moments de fragilité au niveau de la santé, donc ils étaient moins impliqués sur l'éducation. Il y a aussi des situations conjoncturelles. Quand on doit déménager très loin, évidemment, on est moins impliqué dans l'éducation. Quand on a eu des problèmes de fragilité sociale, il y a aussi une question de culture et d'histoire de vie de chacun. Alors, par exemple, il y a des pères qui considèrent que c'est surtout à la mère d'élever l'enfant et qu'ils sont plus dans une relation de complicité. Voilà, mon fils c'est mon ami, l'éducation c'est surtout sa mère. Le week-end, on se promène, on regarde le foot. L'essentiel, c'est qu'il soit épanoui. Donc, on voyait, pour lui, c'est plutôt la mère qui élève l'enfant, en tout cas à l'âge où je les ai rencontrés. Par contre, il y a d'autres pères où ils veulent absolument avoir un rôle égal à celui de la mère. Le mode d'hébergement aussi, ça peut faciliter l'investissement dans l'éducation. C'est sûr que quand on voit ses enfants que tous les 15 jours, c'est quand même parfois plus difficile d'avoir l'impression d'élever son enfant. Et il y en a qui se montrent découragés et l'impression de ne pas être pris en considération, notamment par le milieu scolaire qui communique plus avec la mère. Par contre, pour d'autres pères, même si on voit l'enfant que tous les 15 jours, c'est absolument important d'avoir un rôle d'éducateur autant que la mère et de ne pas tout déléguer. Donc je trouvais que cette citation est intéressante. Je ne voulais surtout pas tomber uniquement dans le côté c'est maman qui file l'éducation et les devoirs et qui te fait manger des légumes et du chou-fleur, et avec papa tu vas manger des frites, des burgers et on va faire des sorties tous les jours. Alors évidemment, on ne reste pas enfermé à regarder la télé et à manger des chips. On fait des choses. Mais il y a forcément aussi les devoirs. On se brosse les dents, on se lave, on se met pas les pieds sur le canapé. Toutes les choses qui font partie de l'éducation. Voilà, c'était le père qui essayait de dire que il voulait pas uniquement avoir des loisirs avec ses enfants, même si c'était le week-end. Il fallait absolument qu'il ait sa part dans l'éducation. Alors là, on va revenir au point cible de l'étude, la scolarité des enfants. La scolarité des enfants, dans tous les couples, l'implication des deux parents est bénéfique et les contacts des deux parents avec les enseignants est bénéfique. Mais on sait bien que
certains couples, il y a des délégations, il y a des couples qui délèguent à l'un ou à l'autre certaines tâches dans leur relation avec l'école. Mais pour les couples qui sont ensemble, ça pose pas vraiment de problème parce qu'ils se parlent, ils communiquent ensemble. Par contre, en cas de séparation, quand il y a un qui s'investit beaucoup et l'autre qui est plus éloigné, c'est plus difficile. C'est plus problématique, notamment quand il y a une décision importante comme un redoublement, un saut de classe, l'orientation. Il y a l'autre parent, on se demande s'il est au courant et s'il est d'accord. Voilà, donc on a essayé de voir un peu tous les éléments importants. Donc, par exemple, le choix de l'école ou de l'inscription, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on fait à deux ou tout seul? Quand c'est possible, au moment de la séparation, souvent les parents disent qu'ils ont laissé les enfants dans la même école pour faire une certaine stabilité. Et ceux qui sont plutôt dans une coparentalité apaisée, ils vont choisir ensemble l'école et ils vont aller lui rendre visite ensemble. Ceux qui sont plus dans une coparentalité obligée, ils font des efforts ou dans des conflits. Parfois, ils disent que le choix de l'école, il faut que ça se fasse par le parent qui a la garde principale, parce que c'est plus logique. Mais voilà, et parfois ils disent que c'est un peu pénible de faire toutes ces démarches pour inscrire l'enfant tout seul. Quand ils sont en conflit, ils trouvent parfois que c'est un peu dur. Alors, est-ce qu'ils préviennent l'établissement scolaire en cas de séparation? Donc, certains parents qui sont en conflit disent qu'ils préviennent pas l'établissement qu'il y a un autre parent. Ils disent qu'ils sont célibataires parce que ils n'ont pas envie que l'autre parent s'en occupe. Mais au contraire, mais c'est pas le cas de tous les parents, hein. On peut être en conflit avec son ex-conjoint, mais être respectueux de ses droits et donc dire à l'école, voilà, son père, il existe toujours, il s'en occupe et il est à tel endroit. Donc, quand on est dans une situation plus apaisée entre parents, généralement, les parents disent qu'ils préviennent toujours l'école de la séparation, du divorce et de la manière dont c'est organisé. Et quand l'enfant connaît des difficultés scolaires, les parents trouvent ça utile de prendre rendez-vous ensemble pour avertir les enseignants, de prendre rendez-vous, avec les enseignants, le directeur, pour lui dire qu'ils sont en situation de séparation. Alors, dans certaines écoles, notamment privées, mais pas forcément, on demande une photocopie du jugement du divorce au moment d'inscription. Comme ça, les écoles savent ce qui se passe au niveau de l'enfant, si le père ou la mère vivent pas ensemble et comment ça se passe. Par contre, il y a des établissements qui demandent pas ce jugement, qui posent pas la question, et ça peut poser problème. Et donc tout le monde souhaite, la plupart des parents souhaitent que les écoles soient vigilantes par rapport à ça, demandent bien les coordonnées des deux parents. Et nous, on avait testé l'idée de présenter le livret de famille au moment de l'inscription, mais en fait, ils ont tous dit que ça suffisait pas parce que ça donnait pas l'adresse du deuxième parent. Voilà. Deuxième partie, est-ce que l'institution scolaire, en cas de séparation, prend en compte cette séparation ou les divorces des parents? Alors, il y a des établissements qui communiquent tout en double et qui sont vraiment appréciés. Certaines écoles, collèges ou lycées prennent vraiment en compte les deux parents. Et cette attitude est très valorisée par les parents, quelle que soit l'organisation de la garde de l'enfant. Ça leur paraît rassurant. S'il y a une difficulté importante, les deux vont être prévenus. Donc, communiquer en double, c'est envoyer un double mail pour tout, pour les sorties par exemple, et même parfois demander une double signature. Même si ça fait parfois un peu compliqué, c'est quand même parfois mieux de demander une double signature. Avertir les deux parents, ça paraît essentiel quand il y a un problème important, en cas de violence, de harcèlement. Moi, je me souviens une fois avoir discuté avec un conseiller je sais plus CPE, je sais plus ce que ça veut dire, celui qui s'occupe des comportements des enfants. Il y avait eu un problème de harcèlement et il devait appeler 5 familles. Et évidemment, ça a été compliqué pour lui d'appeler à la fois les pères et les mères pour 5 enfants, mais il l'a fait quand même. Voilà, donc il demande d'être vraiment souvent tous les deux avertis. Les espaces numériques de travail, c'est quelque chose qui se développe en France et surtout au niveau du collège et du lycée, c'est très adapté pour ces nouvelles situations familiales. Parce que c'est une sorte de site internet sur lequel on a plein d'infos sur l'enfant, ses absences, ses notes, ce qu'il s'est fait à l'école, et comme ça tous les deux peuvent suivre de manière égale. Mais c'est
pas encore développé en France vraiment en primaire. Et donc, il y a un outil qui s'appelle un carnet de correspondance qui est dans le cartable de l'enfant où l'enseignant met des mots. Mais c'est un peu compliqué parce que si on le voit que tous les 15 jours, on peut rater des informations. Donc dans ce cas-là, ils disent que c'est bien d'envoyer des lettres en s'y prenant à l'avance. Alors la rencontre individuelle parents-professeurs, c'est vraiment le moment primordial pour la scolarité de l'enfant. D'ailleurs, à l'UNAF, on demande que vraiment il y en ait une au moins chaque année. Je ne sais pas si on m'entend bien, là je mets un peu en arrière le truc parce que j'ai mal à l'oreille. Voilà. Il y a des établissements qui se contentent de rencontrer un seul des parents, souvent la mère, et ça c'est problématique dans un contexte de séparation. Il n'y a pas cet esprit de rencontrer les deux parents. Je ne me suis jamais posé la question, mais l'école se suffit à rencontrer un seul des deux parents. L'école est démunie aujourd'hui. Il y a tellement de problèmes dans les familles. À partir du moment où il y a un parent, c'est suffisant. Et l'école devrait dire, il y a un père, il y a une mère. Quand je rencontre les profs, il faudrait aussi que le père entende. Voilà, alors souvent, il y a des rendez-vous un peu mal préparés. Les parents sont prévenus au dernier moment. Les deux parents peuvent pas s'arranger pour être là. Et en plus, ça c'est un problème récurrent en France. On donne les rendez-vous à 16h30 ou voilà. Mon assistante là l'autre jour, elle avait un rendez-vous à 16h30, donc elle a dû prendre l'après-midi pour aller voir les parents. Et c'est pas pratique. Alors qu'il y a des écoles qui mettent les rendez-vous après les moments de travail à 18h, donc c'est beaucoup plus pratique. Alors dans certains établissements, on ne prend pas en compte donc suffisamment les pères notamment. J'ai l'impression que c'est quelque chose encore de fort. On dit, surtout en primaire, l'enfant, c'est la mère qui s'en occupe, donc on appelle la mère. Et il y a des pères qui m'ont dit, moi, c'est moi qui ai la garde principale et il faut toujours que je le rappelle à l'école parce que sinon, ils appellent la mère. Parfois, l'école semble oublier que l'hébergement de l'enfant peut être aussi chez le père. L'année dernière, j'ai donné l'ordonnance du juge en copie, j'ai mis mes coordonnées en premier. Malgré tout, c'est le réflexe, on appelle la mère d'abord. Le problème, c'est que la mère n'habite pas à côté. Si ma fille est malade, sa mère ne peut pas se déplacer. Alors, certaines mères confient faire elles-mêmes le transfert d'informations, car cela n'est pas fait par l'école, surtout en primaire souvent. Voilà, c'est très difficile, on communique par mail, je l'informe de tout ce qui reste scolarité. Ce qui concerne sa fille, je l'informe des bulletins, de toutes les réunions, je fais un petit compte-rendu de ce qui a été dit parce qu'il n'est pas venu, je fais mon job, je l'informe, mais l'école ne le fait pas. Alors, pour les parents qui entretiennent des bonnes relations, c'est pas un problème de se communiquer des informations. Voilà, mais ça agace un peu les pères quand même, ils disent pourquoi on ne nous prend pas en compte. Pour les parents en conflit, évidemment, on voit bien que c'est vraiment un problème. Donc, une double information est essentielle, sous peine d'envenimer leur relation. Les parents peuvent s'accuser l'un l'autre de faire de la rétention d'informations ou de ne pas s'intéresser à la scolarité des enfants. Voilà, et les interviewés disent que c'est vrai que c'est pas à l'école de gérer les conflits. Ils disent l'école, sa priorité, c'est d'enseigner. Elle n'a pas à prendre en compte les difficultés parentales, mais n'empêche qu'elle est face à des familles aujourd'hui qui sont dans une situation qui peut avoir évolué par rapport à une certaine époque. Et elle est quand même obligée d'agir par rapport à ces situations. Sinon, en plus, les conflits parfois se retrouvent au cœur de l'école. Il peut y avoir des scènes qui sont un peu traumatisantes pour chacun, où le père arrive de mauvaise humeur en disant quoi, vous m'avez pas averti, etc. Bon, ça peut être encore pire. Alors ça, c'est le point du suivi scolaire de la scolarité des enfants. Comment est-ce que les deux parents s'impliquent, surtout en cas de séparation? Alors, il n'y a pas une manière standard de s'impliquer dans la scolarité des enfants. Quand les parents s'entendent bien, ou qu'ils font des efforts, ils échangent sur la scolarité des enfants, même si on voit que celui qui a la garde principale s'investit davantage. Ils mettent en place quand même des rituels pour suivre et pour échanger sur la scolarité des enfants et pour prévenir rapidement l'autre parent qui ne le voit que tous les 15 jours, mais s'il se passe quelque chose. Et parfois, il y a notamment la mère qui a la garde principale qui peut avoir un suivi renforcé et l'autre est plus dans le contrôle des résultats.
mais ces deux parents acceptent la répartition. Dans ce cas-là, ils valorisent l'aide, qu'ils se font confiance et ils disent que ça fonctionne bien comme ça. Pour certains autres couples, enfin ex-couples au contraire, le suivi à égalité par le père et la mère de la scolarité est valorisé. Ils se partagent un peu en fait en fonction des compétences de l'un et de l'autre. Moi je suis bonne en maths, je fais les maths et lui il fait plutôt le français. Voilà. Et quand les enfants ont des bons résultats, il y a un suivi parfois qui peut être plus relâché, mais ils sont ponctuellement là en cas de difficulté. En revanche, donc là, avant c'était pour les parents qui s'entendent bien ou qui font des efforts, mais quand les parents sont en conflit, il y a souvent des reproches. Il y en a, le reproche principal, c'est tu t'impliques, l'autre s'implique pas, ou au contraire, l'autre veut m'exclure de la scolarité des enfants. Ils disent les devoirs ne sont pas faits. Quand je l'envoie un week-end chez l'autre, les devoirs sont pas faits ou superficiellement. Il n'aide pas les enfants. Il manque de patience. Il est trop laxiste. Enfin, on voit qu'il y a plein de reproches qui sont faits. Ou bien au contraire, je suis obligée de tout faire toute seule et j'en peux plus, ou tout seul. Il y a une lassitude par rapport à suivre seul. Et c'est difficile de s'entendre pour des décisions importantes. Et là, ils disent que ils demandent à l'école de communiquer directement avec l'autre parent parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer eux-mêmes. Voilà, donc on va voir maintenant les relations parents-école. Donc pour la majorité des parents, c'est important d'avoir un contact physique avec l'école. Parfois ils sont très actifs et ça c'est dans toutes les études, je vois ça. Il y en a qui vont souvent à l'école et d'autres ils passent plus occasionnellement, mais ils disent tous que c'est quand même important de s'y rendre de temps en temps. Quand on est dans une situation de coparentalité apaisée ou obligée, c'est plus facile de s'organiser pour y aller ensemble ou pour se partager. Les réunions de parents, parfois ils se partagent des réunions de parents. Il y a des moments de fête aussi à l'école, donc ils essayent d'y aller ensemble. Même si parfois, on retrouve toujours ça, ceux qui ne voient l'enfant que le week-end se sentent un peu exclus de ces relations avec l'école. Et il y a une réforme des rythmes scolaires qui a été mise en place en France. Et en fait, avant, bon, ça date d'il y a au moins 5 ans, il y avait des samedis matins où les enfants allaient à l'école en primaire et il y a pas mal de pères qui m'ont dit c'était bien parce qu'au moins j'avais un contact avec l'école. Parce que le problème, c'est que si on a l'enfant que le week-end, on n'a pas beaucoup de contact avec l'école. Donc souvent, il y en a qui essayent quand même d'y aller dans la semaine pour voir l'école. Donc par contre, quand on est en conflit, c'est difficile de partager la relation avec l'école. Il reproche à l'autre parent de ne pas être assez présent ou il reproche à l'école de ne pas solliciter les deux parents, de ne pas bien les informer. Et parfois, en plus, celui qui a la garde principale n'a pas envie que l'autre vienne à l'école parce qu'il a peur des conflits, etc. Donc c'est compliqué. Alors, voilà, dans la phase suivante, en fait, en France, il y a un guide qui a noté tous les actes vis-à-vis de l'école. Et il y a 2 types d'actes. Il y a les actes qu'on juge importants, pour lesquels il faut un accord express des 2 parents, donc 2 signatures. Et il y a des actes qu'on appelle usuels concernant l'école. Et là, il suffit d'avoir un des 2 parents qui a donné sa signature pour que ça marche. Et on va voir que les parents n'ont pas du tout la même perception que ce qui a été défini par le législateur. Les actes usuels, c'est les actes où il faut l'accord d'un seul parent. Et alors, donc là, ça concerne la première inscription dans un établissement scolaire ou la réinscription dans un nouvel établissement. Tout ce qui est inscription, en tout cas. Pour les parents, c'est un acte fondamental pour l'enfant. Donc, il faut absolument que les 2 parents soient d'accord et signent ensemble. Par contre, ils reconnaissent que s'il y a une situation de conflit, il y a un risque de déscolarisation de l'enfant si les parents n'arrivent pas à se mettre ensemble. Donc, dans ces cas exceptionnels de conflit, ils sont d'accord pour que l'enfant qui est gardé, par exemple, par la mère, que ce soit uniquement la mère qui l'inscrive à l'école. Mais c'est dans ces cas bien particuliers. Ils souhaitent généralement que les 2 parents s'impliquent dans la décision dès que c'est possible. Donc, ils sont vraiment étonnés que ce soit considéré uniquement comme un acte usuel, c'est-à-dire, donc je répète,
Un acte usuel, c'est un acte où il suffit d'avoir une seule signature des deux parents. Donc notamment en cas de déménagement, c'est un truc qui les a inquiétés là dans l'étude en disant mais si on déménage et que si un des deux parents déménage et l'inscrit dans une autre école, je ne serai pas forcément avertie. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir un accord explicite des deux parents pour l'inscription dans une école. De même, la radiation de l'école, du collège ou du lycée, donc quand on enlève l'enfant de l'école, du collège ou du lycée, ils disent que c'est une décision qui se prend à deux et que c'est un acte qui engage vraiment l'avenir de l'enfant. Et donc, ils sont étonnés que cet acte soit considéré comme un acte usuel. Alors que quand on parle d'autorité parentale conjointe, il faudrait qu'il y ait les deux parents qui donnent leur accord. Voilà, notamment s'il y a un déménagement, il faut vraiment que les deux parents soient informés. Surtout que quand il y a un conflit, les parents qui ont la garde peuvent estimer que quand il y a un conflit, celui qui a la garde principale peut estimer que cela ne regarde pas l'autre parent qui risquerait de bloquer la demande de radiation pour nuire à leur liberté. Et donc dans ces cas-là, en fait, pour conclure, par rapport à la radiation, ils sont favorables à une autorisation expresse des deux parents pour tout le monde, sauf parce que c'est un acte important, sauf en cas de conflit grave, et dans ce cas-là, avec un harcèlement ou violence ou un risque de chantage, et dans ce cas-là, ils disent que c'est bon pour une seule signature. Et ce qui est important de voir, ce qui a été intéressant en France, c'est que la loi prévoit l'inverse, c'est-à-dire que la norme, c'est plutôt une seule signature, et par exception, les deux, alors que là, les parents disent c'est plutôt le contraire. Alors, justification des absences ponctuelles et brèves de l'enfant. Là, ils disent que c'est pas la peine d'avoir deux justifications. Là, il suffit un seul des parents. Sauf si l'enfant a été très souvent absent. Et dans ce cas-là, il faut absolument que l'école informe bien les deux parents. Si l'enfant n'a pas arrêté de sécher les cours, il faut absolument que les deux soient prévenus. Et ce qu'ils aiment bien dans ces cas-là, c'est que les profs préviennent, enfin l'école prévienne par SMS ou même une conversation téléphonique avec les parents pour prévenir si un enfant sèche très souvent les cours, et il faut bien prévenir les deux parents. Alors, contact avec l'établissement en vue de recueillir les renseignements relatifs à la scolarité de l'enfant. Bon, c'est dans ce guide. C'est le fait pour les parents de demander des bulletins scolaires, etc. Et là, ils disent qu'un seul des parents peut le demander. Il n'y a pas d'incidence sur la vie de l'enfant et ça pose pas de problème. Alors, l'autorisation pour une sortie scolaire en France ou une sortie du territoire. Là, ils disent que c'est absolument nécessaire que l'école informe les deux parents d'un voyage scolaire, surtout si c'est à l'étranger. Ils disent que les parents sont en droit de savoir où se trouve l'enfant à tout moment. Il faut vraiment une double autorisation et sauf exception où il disait moi je fais confiance à l'école, donc une seule peut suffire pour pas pénaliser l'enfant, parce que si encore ça rentre dans un conflit, mais bon, c'était quand même plus exceptionnel. Et alors, il y a quelque chose en France qui avait été supprimé, c'est l'autorisation de sortie du territoire. Avant, il fallait vraiment que les deux parents donnent leur autorisation qu'un enfant sortait de France. Et en fait, on est assez content au niveau de l'UNAF, c'est qu'on s'est battu pour que cette autorisation soit à nouveau obligatoire. Et là, j'ai appris qu'on vient de l'obtenir. Voilà, parce que ça avait été supprimé. Alors, ce qu'il y avait dans ce guide, il y avait aussi les actes importants. Donc là, on a vu les actes usuels où il y avait uniquement la signature d'un seul des parents qui était normalement légalement demandé. Maintenant, est-ce qu'il y a tout ce qu'on considère comme des actes importants, c'est-à-dire il faudrait effectivement, l'école demande effectivement une décision de la part des deux parents. Donc la décision d'orientation, c'est quelque chose qui est très important. Il faut absolument que les deux parents soient d'accord. Quand c'est possible, surtout avec le jeune. Parfois, évidemment, il peut y avoir des désaccords. Il y en a un des deux parents qui veut une voie plus sécurisante, l'autre qui veut respecter plus le désir du jeune, par exemple. Et la situation de séparation, ça peut amplifier les désaccords. Et dans ce cas-là, ceux qui avaient la garde principale disaient que effectivement, surtout en cas de conflit, ils préféraient que leur avis soit prioritaire. Mais évidemment, c'est pas
les autres ne sont pas forcément d'accord. Donc, l'orientation est une décision importante. L'accord des deux parents paraît nécessaire et le jeune doit être entendu en priorité. Que faire en cas de désaccord entre les parents pour que cela ne nuise pas aux jeunes? Il semble qu'il faut faire du cas par cas. Un échange parents-professeurs-jeunes, c'est particulièrement important pour trouver une solution pour le jeune, pour pas qu'il se trouve une fois encore déscolarisé parce que ses parents sont pas d'accord sur son orientation. Comment on fait en cas de redoublement? Pour eux, il s'agit effectivement d'un acte important et l'établissement doit jouer son rôle pour convaincre les parents si ceux-ci ne sont pas d'accord. Est-ce que je vais pas trop vite? Là, c'est bon? C'est bon. L'inscription dans un établissement privé, alors c'est quelque chose pour lequel il faut effectivement une signature des deux parents. Alors les gens sont assez étonnés que pour inscrire un enfant dans un établissement public, il suffit une seule signature et pas pour l'inscription dans un établissement privé. Pour eux, il faut absolument la signature des deux parents, quel que soit le lycée, l'école, que ce soit public ou que ce soit privé. Voilà. Mais en fait, dans un second temps, ils ont compris que, en fait, le choix d'un établissement privé, c'est un choix qui est vraiment très spécifique, qui est souvent en fonction de la religion, qui est souvent en fonction d'une vision pédagogique, une vision de l'éducation, et que c'est normal que là, on demande plus fortement l'accord des deux parents, alors que le choix d'un établissement public, c'est un peu automatique. En France, on habite à tel endroit, on doit inscrire l'enfant dans l'école d'à côté. C'est quelque chose qui se fait de manière plus automatique. Quand c'est en situation de conflit, le parent qui a la garde principale dit si c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Hein. Évidemment, l'autre parent n'est pas d'accord, quoi. Alors, j'en arrive à la conclusion générale de l'étude. Alors, il y a donc 3 manières d'être parents ensemble en cas de séparation ou de divorce en fonction de l'entente entre les deux parents. Il y a des parents qui s'entendent très bien et même qui ont une coparentalité apaisée. Ils gardent de bons rapports, ils se font confiance, ils arrivent à se mettre à la place de l'autre. Voilà. Il y a des parents qui s'entendent pas forcément super bien, mais qui arrivent à faire de gros efforts pour le bien des enfants et qui mettent de côté leur rancœur pour le bien de l'éducation des enfants. Et il y a des parents, effectivement, qui sont en conflit et qui n'arrivent plus à communiquer. Et là, la coparentalité est difficile à exercer, notamment dans les relations avec l'école. Notons aussi que l'investissement des parents par rapport à l'école est différente suivant chacun. Et ça, c'est lié à sa personnalité, à son histoire. Et aussi au mode d'hébergement des enfants. Malheureusement, quand on a un enfant tous les 15 jours uniquement, c'est peut-être parfois plus difficile de suivre la scolarité de l'enfant que quand on l'a tous les jours ou toutes les semaines. Quand on est dans une garde alternée, c'est plus facile effectivement d'arriver à suivre la scolarité de l'enfant. Et quand on est juste tous les 15 jours, ça peut éloigner un peu de l'éducation de l'enfant. Et certains parents en sont conscients et ont l'impression qu'on leur a confisqué en fait quelque part l'éducation de leurs enfants alors qu'on leur a donné l'autorité parentale au même titre que l'autre. Et d'autres au contraire disent, il y a d'autres parents qui confondent garde de l'enfant et autorité parentale. Ils disent c'est moi qui ai la garde, sous-entendu la garde principale, et c'est moi qui dois tout décider. Alors qu'en fait, c'est deux notions qui sont très différentes. Autorité parentale, c'est les deux parents ont autorité sur leurs enfants, quelle que soit la modalité de garde. Voilà, le terme droit de visite et d'hébergement, il y avait en France effectivement cette loi de la famille sur les séparations et on a pas mal milité sur ce terme droit de visite et d'hébergement qui est en fait un ancien terme et qui est peut-être un peu dévalorisant. Comme si son propre enfant avait le droit de vous visiter, alors que, bon, non, on considère quand même que chez nous, c'est sa maison au même titre que l'autre parent. Alors, il pourrait être utile aussi de rappeler clairement aux parents en cas de séparation ce qu'on appelle autorité parentale conjointe, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'autre ne voit son enfant que tous les week-ends, tous les 15 jours, qu'il n'a pas l'autorité parentale.
Et l'autorité parentale conjointe, ça veut dire qu'on est autant responsable l'un de l'autre de l'éducation des enfants et aussi peut-être du suivi de sa scolarité. En tout cas, à un moment donné, quand il a des difficultés, il faut qu'on soit tous les deux impliqués. Voilà, il y a des nombreux cas de figure dans le suivi de la scolarité de l'enfant et des relations avec l'école. On peut conclure que si sur le principe les parents souhaitent la coopération des deux parents, c'est pas toujours facile que ça se passe avec fluidité, notamment quand on ne s'entend pas, c'est pas toujours facile de se retrouver ensemble face aux enseignants. Alors plus l'entente entre les parents est forte, plus ils sont à même de communiquer sur ces questions. Et à l'inverse, en cas de conflit, le partage du suivi de la scolarité se fait souvent avec difficulté, surtout quand l'hébergement est déséquilibré. Alors les parents attendent beaucoup de l'école, qu'elle prenne en compte l'évolution des situations familiales et fasse tout pour responsabiliser les deux parents, tout en étant conscient que ça la déborde du rôle traditionnel de l'école et disent « je sais bien que c'est pas leur rôle, mais ce serait bien s'ils pouvaient impliquer autant le père que la mère et prendre bien en compte que l'enfant a deux parents, même s'ils sont séparés. » En fait, ce qui est compliqué, moi je trouve par rapport pour l'école, c'est qu'on voit bien que chaque situation est difficile et différente. Peut-être que les enseignants, à un moment donné, auraient intérêt à demander aux parents comment se passe, même si est-ce qu'ils se communiquent bien ou est-ce qu'ils sont encore en situation de conflit. Bon, c'est délicat parce qu'on peut aussi avoir l'impression qu'ils s'occupent de ce qui les regarde pas, mais c'est quand même important pour eux de le savoir pour le bien de l'enfant. Alors ensuite, il y a toute une liste d'actes qui sont considérés comme usuels ou importants, c'est-à-dire où l'école demande la signature d'un seul parent pour les actes usuels ou des deux. Et là, on a vu que la perception des parents était très divergente de ce que la jurisprudence a prévu. Un acte important, c'est effectivement un acte qui rompt avec le passé et qui engage l'avenir de l'enfant, ça c'est la définition, ou qui touche à ses droits fondamentaux. Et dans ce cas-là, il faut l'accord des deux parents. La première inscription à l'école, la radiation, le voyage scolaire à l'étranger, ça, c'est perçu comme des actes où il faut absolument l'accord express des deux parents. Même si dans certaines situations conflictuelles, obtenir l'accord des deux parents, c'est pas facile pour l'école. Et dans ce cas-là, il faut essayer de gérer au cas par cas pour que ça ne bloque pas l'enfant. Voilà, il ne faut pas qu'un enfant se trouve sans école sous prétexte que ses parents n'ont pas pu s'entendre sur le choix de l'école. Ou il ne faut pas qu'un enfant se trouve sans orientation scolaire sous prétexte que les parents n'ont pas pu s'entendre sur le choix de son orientation. Donc ça, mais c'est des situations qui sont conflictuelles un peu extrêmes. Et on attend quand même de l'école qu'il y ait un accord dans les situations classiques. Ah, je crois que j'en suis arrivée à la fin. Voilà. Voilà. Alors, merci pour tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très intéressant. Bon. Et maintenant, on en vient aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce que j'enlève ça? Alors, je regarde... Non. Je regarde dans le chat. Il y a une présentation très profitable pour nous qui travaillent à l'école. Félicitations, excusez-moi pour les accents, il y a un problème à l'ordinateur. Ok, merci Lini. Donc ça, c'était un commentaire pour toi, Patricia. Merci. Mais j'aimerais savoir, en termes de réaction des enseignants, justement, vous en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pensez justement des réflexions des parents? Parce qu'effectivement, ce que j'attendais, en tout cas, c'était tout de suite une réaction des enseignants à dire oui, mais on peut pas toujours vérifier ou prendre le temps, on n'a pas le temps, on a déjà assez. Donc je m'attendais à une réaction plus virulente, je dirais. Mais donc qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, par exemple, là je m'adresse à toutes les personnes, les 60 personnes qui sont là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? D'accord, donc c'est très intéressant, beaucoup de choses intéressantes. En tant qu'un, je me pose la question de savoir s'il faudrait l'autorisation des deux parents séparés pour publier les travaux de l'enfant. Ça, c'est une bonne question, effectivement. Donc, de Virginie. Donc, Virginie pose la question. Elle utilise eTwinning, donc la plateforme eTwinning, et elle se pose la question s'il faudrait l'autorisation des deux parents séparés pour publier les travaux de l'enfant.
Ah non. C'est-à-dire que Ah oui. effectivement, ils font des projets e-twinning ensemble. Hmm. Les élèves donc sont invités aussi à collaborer entre eux, et donc ils vont faire, ils vont être amenés à faire, je sais pas moi, des logos, des mesures, etc., etc. Donc ils peuvent avoir, et effectivement, on peut les publier sur le blog de Ah manière oui, publique. d'accord. Mais ils demandent l'autorisation des parents. Ils se demandent s'il faudrait les deux Oui. signatures. Ouais, mais généralement ils le demandent aux parents l'autorisation quand même. Non, Oui, oui. oui. Ben, en fait, moi je pense que dès qu'on peut demander l'autorisation, c'est des deux parents, c'est mieux. Mais parce qu'en fait, c'est une manière d'impliquer aussi. En fait, ce que j'ai senti, c'est quand même bon, excusez-moi, mais c'est souvent les pères. Quand on vous demande pas l'autorisation, on se sent exclu, quoi. On a l'impression que, mais bon, en tout cas, en plus c'est une manière d'avertir. Mais c'est vrai que, par contre, après, s'il y en a un qui dit d'accord et l'autre pas d'accord, là, ça devient complexe. Et effectivement, je sais pas, c'est difficile à gérer ça. Mais je Ouais. vois pas. Mais en tout Peut-être, est-ce cas, c'est que vrai que vraiment il ça, y a des cas où les parents diraient non? Je sais pas, je pense pas. Je pense qu'il faut les avertir. Il faut les avertir, voilà. Et avertir, puis, c'est peut-être pas automatiquement demander la non, signature, parce que là, ça devient. non. J'ai une autre question, évidemment, ça m'étonnait de ne pas en avoir une de ce style. Comment croyez-vous que les professeurs partageront leur temps entre les classes et les parents? Entre le fait de faire classe et le... Ben oui, Mm. c'est-à-dire, effectivement, ça doit prendre du temps, j'imagine. Ben, en fait, ça prend du temps quand on... Effectivement, moi, je me rappelle cette CPE qui a dû appeler 10, qui a dû faire 10 coups de fil. Il y avait 5 enfants impliqués dans une histoire de harcèlement. Ils ont dû faire 10 coups de fil parce qu'ils ont appelé le père et la mère des deux côtés. Mais ça, mais c'est vrai que c'est un gros boulot. Mais je pense que je sais pas comment, en plus faire 2 entretiens si les parents sont pas capables de se voir pour un entretien. Ça me paraît impossible, effectivement. Je pense que il faut essayer de recevoir les deux parents ensemble, en tout cas pour l'entretien principal de l'année, pour parler de l'enfant. Oui, En tout à fait, c'est fait. plus une prise en considération de la problématique et puis et une communication systématique, surtout par mail, etc. Une invitation systématique du père, des pères aux réunions, aux fêtes, etc. Parce qu'on voit quand même que dans la plupart des cas, sauf extrêmes, c'est la grosse majorité. Alors, c'est pas une étude quantitative, hein, on ne sait pas, mais il n'y a pas de conflit. Donc, et puis même, peut-être parfois ils se parlent pas, mais ils peuvent quand même être présents à une fête en même temps, ou être devant un professeur sans se taper dessus, j'espère. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident pour les enseignants, en tout cas, de jongler entre les deux, quoi, et d'être attentif à tous les élèves, d'autant qu'on Ouais. sait que, et notamment en France, qu'il y a une surcharge des classes. Oui, oui, mais bon, je pense que c'est bénéfique au final, Pour les que enseignants. pour les enseignants, de voir les parents, de voir les parents face pour que pour que les enfants sentent que les trois sont ensemble finalement. L'enseignant et les deux parents sont d'accord sur son éducation. Ça, je pense, que c'est très bénéfique pour l'enfant. Tout à fait. Et là, j'ai une question de Monica, qui a priori n'est pas française car elle demande plus d'informations sur ce qu'est l'espace Ah oui, numérique. numérique de travail. Parce qu'effectivement, donc, elle n'étant pas française, elle se demande un petit peu qu'est-ce que c'est exactement. Ouais, c'est en fait un site internet de l'école avec des codes dans lesquels on peut entrer et voir beaucoup d'informations sur son propre enfant. Donc on peut suivre, voir s'il a été absent, voir éventuellement ça peut aller très loin. Il y a des enseignants qui mettent dessus le travail qu'il y a à faire pour le lendemain, éventuellement ce qu'ils ont fait à l'école. Enfin, je pense que ça c'est vraiment c'est super. Et ça s'est développé, ça se développe bien, et c'est super pour ce genre de situation, pour que les deux voient ce qui se passe, quoi. Il y a des mails qui reçoivent tous les deux en même temps des mails, etc. Ouais, non, tout à fait. Mais par Et contre, là, il n'y je en a vois, pas beaucoup en école primaire en France. et là, je vois justement un message. J'utilise l'ENT en primaire et j'ai un retour positif d'un père qui n'avait pas la garde, heureux de suivre la scolarité de son enfant.
Donc ça Ah bah venait de super. Virginie. Ah bah Donc super. effectivement, ça peut être une bonne solution en tout cas et que Mm. ça se répande parce que du coup, effectivement, ça donne un accès égal entre les deux Mhm. parents. Mhm. Là, je lis un message de Soumaya. Bonjour Soumaya. L'enseignant a de plus en plus la charge d'éducateur, oui, a de plus en plus la charge d'éducateur, de façon à ce que le professeur soit responsable du jeune. La question de la réussite ou de l'échec devient tributaire du professeur, et elle est chez Anna. Ils attendent la fin de l'année pour venir voir les profs et ignorent souvent notre demande express d'entrevue. Que faire alors? Donc, grosso modo, ce qu'elle évoque, c'est qu'effectivement, on accuse, enfin, on attribue au professeur le rôle d'éducateur, Mhm. l'enseignement et aussi Mhm. l'éducation. Et Mhm. alors, que faire lorsque les parents sont complètement... Ben, ouais, c'est très difficile. Il y a toujours une part des parents qui veulent pas se déplacer, qui se déplacent pas, qui ont peur d'être jugés, qui ont eu des mauvaises relations avec l'école. Enfin bon, je pense que enfin, je sais que parfois il y a des situations difficiles quand c'est le chef d'établissement qui appelle. Finalement, les parents finissent par se déplacer. Je sais pas, il n'y a pas une seule réponse. Comment faire pour que j'en ai discuté une fois avec des professeurs et ils disaient que s'ils appelaient finalement eux-mêmes les profs, les parents qui venaient jamais, les parents finissaient par venir. Mais voilà, il n'y a pas une seule solution. Il y a aussi en primaire toutes les fêtes qu'on peut faire, toutes les invitations des parents à venir voir ce qui se passe, ce que fait l'enfant. Enfin bon, Ça aide. il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais c'est vrai que c'est un souci, c'est un souci. Il y a aussi les médiateurs, mais bon, il y a des gens qui sont plus ou moins positifs par rapport à ça. C'est faire appel à quelqu'un de la communauté, de cette personne, quand c'est des gens en situation d'immigration notamment. Et ça peut être bien parce que parfois c'est des gens qui parlent pas effectivement bien la langue et qui peuvent venir avec un médiateur qui sert un peu de traducteur. Et ça peut être intéressant. Mm. Il y a un témoignage de Valéria aussi qui dit, dans notre collège cette année, on a demandé aux parents la double signature et on n'a pas eu de problème. Donc parfois, ça peut, D'accord, de manière surprenante. Il y a d'accord. Diana, je veux vous demander si vous avez dans vos écoles des classes séparables pour les enfants avec des besoins spéciaux comme difficultés de mémorisation, etc. Oui, Ouais, je crois. Hein. ça s'appelle les SECPA, oui. À partir du collège, ça s'appelle les SECPA, effectivement. Mm. Euh, je continue. Comment faire quand les parents se plaignent de l'autre parent et qu'ils demandent à être écoutés et compris? Ah, ça c'est très compliqué. Bah oui, ça c'est pas évident. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Si les enseignants se retrouvent en otage d'une relation conflictuelle, ça doit pas être facile du tout. Hein. Et ça doit arriver assez souvent. Bon, et j'espère qu'au moins quand c'est pas quand l'enfant est là, mais Ouais. bon. Mm. Et dans ces cas-là, vous auriez un conseil particulier? Ce serait de faire appel au chef d'établissement ou... Euh, nous, il y a aussi les médiateurs familiaux. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment bien. Et des personnes qui sont vraiment qu'on trouve notamment dans les associations familiales, qui sont des médiateurs pour en cas de conflit, en cas de séparation. Voilà, essayer de trouver un accord entre les parents. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, de se mettre en relation avec nous en France, de se mettre en relation avec les JUDAF, Union départementale des associations familiales. Les écoles peuvent toujours les joindre et avec ils ont des gens qui sont des médiateurs qui font ce métier-là d'être médiateurs familiaux. Ouais. Voilà, médiateurs conjugaux. Ensuite, j'ai une autre question, mais ça c'est plus pour moi, j'imagine. C'est comment inciter les parents qui sont très occupés par leur travail dans les projets e-twinning. C'est une bonne question et c'est vrai que si vous n'avez pas d'espace numérique, vous pourriez utiliser e-twinning comme un moyen, en tout cas, de communiquer qu'est-ce que vous faites avec leurs enfants. Ça peut être un très bon moyen et dans ce cas-là, vous pouvez rendre public votre Twin Space. Ça veut dire que les travaux que vous pouvez rendre publics, donc notamment pas les photos des élèves, par exemple, mais ce qu'ils ont fait, donc je ne sais pas s'ils ont fait une publication en ligne, vous pouvez effectivement leur envoyer par email ou transmettre le lien de manière à ce qu'ils puissent voir et ainsi comme suivre ce que font leurs enfants
en classe. Ça, c'était donc une question d'Ahmed. Il y a Virginie qui demande de manière un peu ironique que faire pour que les parents viennent aux réunions, prévoir des petits fours. Ça, je crois qu'à nouveau, je me retournerai à nouveau vers C'est une bonne idée. Non, mais en fait, je pense, l'autre jour, j'ai vu quelque chose aussi qui me paraissait intéressant, c'est de se renseigner sur les horaires des parents. En France, il y a certains parents, enfin une frange de la population, qui ont des horaires de plus en plus déstructurés, c'est-à-dire par exemple, le père travaille de 5 heures du matin à 4 heures et puis la mère travaille de 4 heures à 10 heures du soir. Et donc voilà, essayer de trouver, bon là c'est vrai que c'est pas évident dans ces cas-là d'avoir des horaires qui correspondent bien aux parents, mais je pense que c'est intéressant de se renseigner auprès des enfants dans la classe sur à peu près les horaires de leurs parents, essayer de mettre les réunions après. Alors je sais que ça c'est très dur pour les enseignants parce qu'après ils ont un boulot fou, ils rentrent très tard, mais il y en a qui le font et il y en a qui ne le font pas. Je pense que vous avez raison après de souligner quelque part c'est vraiment une relation gagnant-gagnant quelque part de faire vous un effort en tant qu'enseignant par exemple comme vous venez de l'évoquer de rester tard le soir, mais à l'inverse alors d'avoir des parents plus impliqués dans l'éducation et au moins dans l'intérêt, alors là ça pourrait vous aider pour le bien-être. Ouais. Et puis alors en France on dit il faut arrêter de convoquer les parents. Il y a un vieux terme qui reste, on convoque les parents et ce terme ça va pas du tout en fait. Il faudrait les inviter et même éventuellement les inviter à venir parler de leur enfant même quand tout va bien, pas uniquement les convoquer quand tout va mal. Voilà, bon, mais ça c'est un terme qu'il faudrait bannir du vocabulaire qui montre un peu une relation de subordination. Enfin, c'est un vieux truc en France qui est un peu historique, le mettre au-dessus des parents, etc. Là, il faut essayer de passer à la coéducation pour le coup. Je continue, il est très important. Oui, donc là, il y a Kathleen qui dit qu'effectivement, la relation parents, enfin, famille et école est très importante et vous remercie des idées que vous avez données aujourd'hui. Combien de réunions obligatoires avec les parents vous avez pendant une année? Donc ça, c'est Diana, elle dit qu'elle en a au moins 4. Ah ben c'est super, ouais. C'est énorme, c'est énorme. En France, on se bat pour qu'il y en ait au moins une, mais ça c'est vraiment bien. Hein. Normalement, il y en a une à chaque trimestre, mais c'est pas systématique. Et il y en a. J'ai rencontré pas mal de parents qui n'ont pas vu les profs une seule fois dans l'année. Et moi, je pense que 4 c'est super, c'est bien, c'est vraiment bien. Et une autre question de Soumaya. Dans certains cas, on doit faire appel à un conseiller en orientation ou encore à lui suggérer de voir un professionnel de la cellule d'écoute, mais les parents refusent. En fait, ils veulent que vous soyez vous le médiateur, alors que cela demande une aide professionnelle. Comment les encourager à voir ces professionnels plutôt que les professeurs? Ça, en fait, c'est les parents qui doivent voir un médiateur, là, ou l'enfant? Non, les parents. Comment les encourager à voir quelqu'un d'autre plutôt que... Oui, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Après, c'est leur dire que on n'est pas là pour ça, que ça va nuire à la relation avec l'enfant si le professeur est trop au courant de leurs conflits et qu'il faut voir des gens dans ce métier, enfin, qui peuvent mieux les aider. Je sais pas trop. Il y a Virginie qui dit qu'elle organise des réunions le samedi. Mais ce sont toujours les mêmes qui ne viennent pas. Ah, je vois pas, oui, effectivement, essayez peut-être un petit four. C'est toujours les mêmes qui viennent pas, ouais. En fait, après, il faudrait prendre le temps d'envoyer un mail à chacun de ses parents, leur dire, d'essayer de rentrer en communication avec eux. Enfin, franchement, c'est vrai que je pense ou de les appeler, c'est vrai que c'est un boulot dingue, hein, mais si on vous appelle pour vous dire, voilà, j'ai envie de parler avec vous de votre enfant et je vais vous dire tout ce qui va bien, il y a plein de choses qui vont bien et je voudrais aussi voir avec vous comment on peut l'aider ensemble. Voilà, je pense que franchement, c'est quand même rare les parents qui disent non, ou bien s'ils parlent pas français. Alors ça, c'est ce problème-là, effectivement. Il faut trouver un médiateur. Ils disent, dans ce cas-là, on leur dit, peut-être, enfin, je pense qu'il faut se mettre en relation avec le réseau des associations.
Ça, c'est une bonne... oui. C'est que les parents ont trop délégué à l'école et parfois même ils sont présents, ils ne sont pas très actifs, ils ne participent pas vraiment, ils ne s'intéressent pas trop à ce qu'on fait à l'école avec leurs enfants, que quand ils sont appelés et ils s'aperçoivent que l'échec et ils s'aperçoivent de l'échec, je suis pour une implication des parents régulière pour leur communiquer les solutions didactiques adoptées et les résultats positifs et ne pas seulement négatifs. Ça, c'est vrai, la régularité des entretiens, j'imagine, est importante. Ouais. En fait, en France, on dit qu'il faut ouvrir les portes de l'école aux parents. Et maintenant, normalement, dans tous les établissements, il doit y avoir un espace parents, un espace où il y a des choses qui se passent avec les parents. Ça peut être des cafés des parents, ça peut être des groupes de parole, ça peut être des cours pour les parents. Voilà. Donc ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on aimerait faire, parce que si les portes sont grandes ouvertes, je pense que c'est plus facile. C'est l'établissement aussi, il y a des choses à faire par rapport à ça. Et à nouveau, j'insiste encore, n'hésitez pas à utiliser eTwinning comme un outil quelque part de promotion de ce que vous faites avec les élèves. C'est toujours plus facile. Enfin, je veux dire, les parents peuvent facilement rejoindre le lien et alors voir qu'est-ce que font leurs élèves. Et vous savez que vous pouvez le faire avec le TwinSpace, d'inviter les parents directement. Ils peuvent vraiment voir ce qu'ils font. Ça peut aider. J'ai fait, alors, donc Virginie qui revient avec les réunions, je pense j'en fais une à chaque retour de vacances pour parler des projets, mais parfois il faut en faire davantage. J'en suis à 3 depuis le début de l'année scolaire. Bravo. Ouais, bah oui, c'est bien. Alors, hop, je continue. Les parents sont dans le déni, je l'ai fait et pourtant... Donc oui, il parlait d'une difficulté, d'un enfant qui avait une difficulté et les parents ne voulaient pas le voir, ça c'est sûr. Ça c'est, oui, et non, et puis elle parlait aussi, là je pense que Soumaya se rapporte justement à ce qu'elle disait que les parents ne voulaient pas aller voir les professionnels et voulaient continuer à voir le professeur. Donc que c'était compliqué parce qu'ils étaient dans le déni. Ah oui, mais j'ai pas compris si c'était les parents qui étaient dans le déni de leur conflit à eux ou si ils étaient dans le déni du problème de l'enfant. Mais bon. Alors attendez, hop, j'essaie de voir. Pas la réponse. Bon, enfin c'est en tout cas, et j'ai Ahmed qui dit parfois je me trouve obligée de sélectionner quelques élèves pour participer dans des événements culturels, mais en fait il peut pas inviter tout le monde, donc il y a des déçus quoi, donc des parents déçus j'imagine. Ah ouais. Extrascolaire, il préfère avoir un comportement passif, ne pas passer trop de temps à l'école ou ne pas prendre part à la prise de décision importante pour l'école. J'ai pas très bien compris en fait. Ah non, pardon, je suis passée à un autre. D'Elena, comment faire pour déterminer les parents de s'impliquer davantage dans les activités scolaires, extrascolaires de leurs enfants? Ils préfèrent avoir un comportement passif, ne pas passer de temps à l'école ou ne pas prendre part aux décisions importantes pour l'école. Non, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui sont consommateurs, hein. On le dit maintenant, il y a de plus en plus, il y a une mentalité aussi en fait. Et il y a des parents qui osent pas aller à l'école, mais il y a des parents qui sont consommateurs entre guillemets. Mais quand même, quand même, moi je crois que ouais, il faut essayer de trouver des moyens de les faire venir, de les intéresser, enfin de les intéresser. Je pense pas que les parents soient démissionnaires par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et quand on leur dit que c'est important pour leur enfant, pour le bien de leur enfant, etc., et que c'est à peu près compatible avec leurs horaires, je pense qu'on peut trouver des parents qui viennent. Ou ceux qui viennent pas, souvent c'est ceux qui n'osent pas. Hein. Ouais. Donc excusez-moi, j'ai... Oui, voilà, excusez-moi, j'ai un truc qui sonnait. Et là, je vois l'un des derniers commentaires, et puis après, je pense qu'on va clôturer. Mais dans notre école, c'est davantage le rôle du professeur principal de soigner les relations parents-établissement, mais souvent, il y a des situations difficiles que seul le proviseur peut contribuer à résoudre. Oui, ça c'est vrai. J'ai vu ça souvent, effectivement. J'ai rencontré un proviseur effectivement qui me disait que il voyait quand les parents ne venaient pas, finalement c'est lui qui agissait, mais quand lui demandait un rendez-vous avec les parents, généralement c'est quand même rare que les parents disent non. Enfin, généralement ils viennent. Et puis il faut trouver des solutions pour les enfants parfois.
Il y a des petites solutions en France, on les envoie dans un stage pendant une période, quand vraiment il en a marre de l'école, on essaye de lui trouver un stage pour peut-être l'orienter. Bon, il y a des solutions à trouver très très individuelles, quoi. Je prends les 3 dernières questions et après on Ouais. arrête. Le malaise ne viendrait-il pas, et bon, ça je sais pas si c'est vraiment une question, mais le malaise ne viendrait-il pas de l'image négative de l'enseignant envers les parents et vice-versa? En fait, ouais, je pense que c'est plus peut-être des peurs. Les parents ont peur des enseignants parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont dire sur l'enfant, ils ont peur d'être jugés entre guillemets dans leur manière d'élever les enfants. Et pourquoi vous n'êtes pas assez sévère avec votre enfant, vous ne le faites pas assez travailler le soir ou je sais pas quoi. Et puis les enseignants aussi ont peur des parents parce que ils ont peur d'être jugés aussi dans leur manière dont ils font cours, etc. Et donc bon, je pense que déjà de prendre conscience de ces peurs fait que quand même la relation peut mieux se passer et puis pas rejeter sur l'autre. Je trouve ça dur pour les parents parfois d'entendre votre fils travaille pas. Parce que on a envie de leur dire, enfin moi ça m'est arrivé personnellement, on a envie de leur dire, mais et vous qu'est-ce que vous faites en tant qu'enseignant pour le pousser à travailler? Enfin bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver un accord dès que c'est possible pour tous les problèmes qui concernent l'enfant et d'être dans un pied d'égalité, enfin se mettre dans un pied d'égalité. On va essayer de réfléchir ensemble à comment aider votre enfant. Voilà. Pouvez-vous nous proposer quelques suggestions concernant les twinning pour motiver les parents, parler avec leurs enfants et comme suite participer au projet twinning? Ben, je dirais comme je le suggérais un petit peu plus tôt, c'est vraiment déjà de partager la page du Twin Space, montrer ce que vous faites pendant le projet. Pourquoi pas à la fin du projet e-twinning, pourquoi vous ne feriez pas un petit e-twinning, par exemple, un petit événement dans l'école ou une exposition photo ou une projection de la vidéo ou même une petite scène, une présentation des élèves pour que eux-mêmes disent ce qu'ils ont fait, faire une petite clôture, un petit événement à l'école. C'est ce que je vous encouragerais à faire pour impliquer les parents, en fait, ne pas oublier de les informer. Donc je vois encore, on va arrêter là parce que sinon ça va être vraiment très long. Mais je prends la dernière, ça fait longtemps en fait que je l'ai pas prise, donc je la donne. C'est qu'est-ce qu'on peut faire quand le parent bat son enfant et que la loi a confié. Donc c'est pas. Ouh là là. Donc là c'est très complexe. Il faut dénoncer à la bonne personne, aux services sociaux. Donc là, très vite, il faut le dire aux services sociaux. Voilà. En France, c'est à l'ASE, ceux qui s'occupent de la protection de l'enfance. C'est au niveau du département, il y a des services sociaux. Et en France, il y a quand même une assistante sociale dans l'école, normalement, ou en lien avec l'école. Ça, c'est vrai. Donc, il faut le dire, il faut le signaler, quoi. Alors, je sais pas, ça dépend des pays. Hein. Je sais pas comment ça se passe. J'imagine qu'à chaque fois, il doit y avoir quand même des relais. Est-ce qu'une dernière et après on arrête, Patricia? Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment très spécifique. Qu'est-ce que vous recommandez de faire avec des enfants qui ont des parents partis à l'étranger et qui habitent avec des vieilles personnes? Eh ben, il me semble qu'il faut tout essayer d'impliquer tout le monde en même temps. Donc peut-être un mail avec les parents qui sont à l'étranger, ça c'est sûr, ça peut marcher. Et puis pourquoi pas faire comment ça s'appelle là, Skype avec les parents qui sont à l'étranger. Et puis mais aussi avec les vieilles personnes, avec les personnes âgées là, avec les grands-parents. Peut-être pour que tout le monde soit au courant. Ce serait l'idéal. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour déjà cette présentation-là, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Patricia. Et clairement, on voit un intérêt important et je pense que c'est un sujet qu'on va réaborder parce que clairement, il y a un besoin, on le voit.
Le prochain séminaire en ligne, c'est le 29 octobre à 6 heures et c'est sur la citoyenneté active dans eTwinning, présenté par Tine Jefferson, qui est une enseignante. Merci pour tout. Une dernière chose, l'enregistrement de cette formation sera en ligne très prochainement et nous mettrons aussi à disposition, si vous le voulez bien, Patricia, vos diapositives. D'accord, ouais, très bien. Comme ça, on peut lire plus en détail toutes les citations. Merci Voilà. beaucoup, Patricia. Je vous en prie. Merci, Merci à tout le tous monde. les deux. Merci. Voilà, merci. Au revoir, au revoir. Au revoir.